Ensuite, Azure AD, pardon, avec le MFA et le Conditional Access. Ensuite, la partie EDR et défense avancée des endpoints avec Defender for Endpoint. Puis l'ex-partie Azure ATP, je parlerai des changements de nom tout à l'heure, qui s'appelle maintenant Defender for Identity. Le Cloud App Security, quelques questions de licensing et nos services. Et pour terminer, vers une session de Q&A s'il y a des questions. Donc, le changement des noms de produits. Avant, justement, il y avait toute la suite ATP, donc Microsoft Defender ATP, Office 365 ATP, Azure ATP, etc. Tout ça a été changé. Donc, peut-être que vous le savez ou pas, mais voici la slide qui fait la transition entre les noms pour que vous ne soyez pas perdus au sein de ce webinaire. Et comme vous pouvez le voir en fin de tableau, Microsoft Defender plus Azure Defender égale Microsoft 365 Defender plus Azure Defender égale Microsoft Defender, l'offre XDR, donc Extend Detection and Response de Microsoft. Comment ça se résume visuellement? Donc ici, vous avez justement Microsoft 365 Defender qui se focalise sur les threats plutôt SaaS, email, les endpoints des clients, les applications, l'identité, le cloud. Et Azure Defender qui se focalise sur les threats plutôt PaaS et IaaS, donc les containers, Azure Firewall, les serveurs, le network, les bases SQL, etc. Et quand on combine les deux, on trouve l'Extend Detection and Response, donc XDR, donc l'offre complète de protection cloud Microsoft. Alors, un petit rappel de la carte menace actuelle. Donc, il faut savoir que 91% des attaques commencent par un email, que 280 jours est le temps moyen pour remédier à une faille. Donc, on parlera des attaques persistantes plus tard, et que les pertes au niveau de la compromission des emails sont conséquentes, donc 26 milliards de dollars, et que 20% des utilisateurs ciblés cliquent sur un email de phishing toutes les 5 minutes, enfin dans les 5 minutes. Donc, c'est vraiment le problème à gérer en premier dans votre sécurité, c'est vraiment la sécurité des emails, comme on va pouvoir le voir dans la slide suivante. Donc, la kill chain selon Microsoft. Donc, on part d'un email. Donc, soit on clique sur une URL qui download un programme malveillant sur la machine, soit on part, par exemple, d'une pièce jointe qui download aussi un programme malveillant. Ça peut être ça peut être aussi une URL de phishing où on rentre nos credentials. Et une fois qu'on a rentré nos credentials, elles sont volées, on peut avoir un acompte compromis qui permet d'avoir une vue sur le tenant. À partir de là, on peut faire un petit peu de NetScan, de choses comme ça pour voir où est-ce qu'on est et où sont en fait les comptes à privilèges. Les attaquants ciblent toujours les comptes à privilèges, donc ils cherchent à faire des mouvements latéraux vers ces comptes à privilèges pour pouvoir accéder aux tenantes, accéder aux clés du royaume, de votre royaume, le tenant. Et donc, à partir du moment où ils ont accès admin global aux tenantes, il y a deux manières d'attaquer une personne, enfin en tout cas une entreprise. Soit on fait du déni d'accès, enfin du déni de service. Donc on va péter de la VM, on va supprimer de la donnée, ou soit on va chiffrer de la donnée dans le cadre de ransomware, ou soit on va exfiltrer de la donnée et après faire de l'extorsion. Donc Microsoft a une réponse en plusieurs couches à cette kill chain. Donc pour la partie mail, on a Microsoft Defender for Office 365, donc qui protège toute la partie mail. On en discutera tout à l'heure un peu plus en détail. Azure AD Identity Protection avec tout ce qui est Conditional Access, MFA, SSO, pour protéger l'identité de la personne. Microsoft Defender for Endpoint pour tout ce qui est terminaux, donc les devices, avec des stratégies de réduction de surface d'attaque, un antivirus avancé au niveau de la d'exécution de certains fichiers.
Microsoft Defender for Identity. Donc, ici, pour tout ce qui est mouvements latéraux et comportements suspicieux sur vos infrastructures on-prem, AD on-prem. Et Cloud App Security pour tout ce qui est Shadow IT, et aussi pour faire de l'intégration avec le conditional access et autres. Et quand on prend tout ça, on a Microsoft Information Protection qui permet en cas de compromission avérée où on n'a rien pu faire, au moins de protéger la donnée, de la chiffrer, de la tracer. Donc, Microsoft Defender for Office 365. Donc, je vais parler de deux plans, donc le plan 1 et le plan 2. Les fonctionnalités avancées du plan 1 sont les suivantes. SafeLinks. Donc, SafeLinks vous permet en fait de protéger les liens qui sont dans les mails. Donc, à partir du moment où l'utilisateur clique sur le lien, le lien est analysé en environnement sécurisé. Et s'il est reconnu comme malveillant, l'utilisateur aura une fenêtre qui lui dira qu'il ne peut pas accéder à ce lien car le site est malveillant. Safe Attachments, donc c'est à peu près la même chose, c'est du sandboxing, mais au niveau des pièces jointes. Donc là, les pièces jointes sont analysées en environnement virtualisé au moment où on les sollicite. Et s'il y a une activité malveillante, la pièce jointe est supprimée. La protection anti-phishing, donc là, on est plus sur des attaques de type spear phishing. Donc, spear phishing, c'est quoi? C'est de l'extorsion à l'identité, ce qu'on appelle aussi attaque au président. Donc, l'attaque au président, qu'est-ce que c'est? Je me fais passer pour le CFO en faisant justement de l'usurpation d'identité. Je demande justement un transfert à un numéro, un RIB particulier. Et je vole des fonds dans ce cadre. Donc voilà, c'est pour éviter ce genre de fraude à l'identité, d'attaque au président, pour éviter les grosses pertes d'argent ou autres. Dans le plan 2, qu'est-ce qu'on trouve de particulier? On a ce qu'on appelle l'attaque simulator. Donc c'est un simulateur d'attaque qui permet de faire un petit peu de la formation au sein de vos collaborateurs. Comme on a vu, plus de 20% des personnes cliquent sur un email de phishing dans les 5 minutes. Donc, c'est plutôt important de faire un petit peu de formation au niveau des utilisateurs. C'est aussi un requirement de l'ISO 27001. Donc, au niveau de l'ISO 27001, si vous êtes concerné par cette certification, vous savez qu'il faut former vos utilisateurs dans le cadre de votre PSSI. Et c'est un outil qui permet de faire ça, qui permet de répondre à cette exigence de certification. Vous avez aussi la fonctionnalité de Compromised User Detection. Donc ici, c'est donner en fait la possibilité à l'admin d'identifier rapidement un utilisateur qui a été compromis à l'aide de cartographie en fait. C'est vraiment quelque chose de très visuel qui permet de voir rapidement où est-ce que seraient les failles au niveau des utilisateurs. Vous avez aussi le Threat Explorer, donc un module qui permet d'analyser et de voir le volume d'attaques sur un intervalle de temps choisi pour faire un petit peu de data analysis et de post-mortem dans certains cas. Et le Threat Tracker, donc un module qui permet, sous la forme de widget, de rester informé sur les attaques les plus utilisées et celles en train d'émerger. Donc, le licensing de la protection de Microsoft, vous avez Exchange Online Protection. Donc, on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas de la protection avancée, mais c'est l'anti-spam de base que vous avez dans Microsoft qui permet de protéger contre ce qu'on appelle le bulk emailing et toutes les techniques de spam et les virus connus aussi, parce qu'il y a une base qui permet de bloquer toutes les attaques connues, donc avec comparaison de signatures. Vous avez ATP Plan 1, dont on a parlé tout à l'heure, qui protège justement sur les attaques avancées, type 0D malware, et la protection d'URL, comme on a vu tout à l'heure. Et l'ATP Plan 2. Donc ici, là, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être sur du post-mortem, donc du post-breach, pour faire un petit peu d'investigation, voir un petit peu ce qui s'est passé.
voir qui a été compromis et faire du training sur vos utilisateurs. Donc, petit focus sur l'attaque simulator pour faire du training, donc avec quelques screenshots. Donc, par exemple, dans le cadre du télétravail et du Covid, on peut lancer une attaque dans ce cadre. Donc, par exemple, une attaque de type lien dans une pièce jointe, avec plusieurs types d'attaques disponibles, données par Microsoft. Donc, dans ce cadre-là, on va choisir le coronavirus. Donc là, vous avez le corps du mail, comment va se dérouler l'attaque, le nombre de simulations lancées. Et vous pouvez choisir un petit peu, en cas de clic sur le lien de phishing, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, la préco, c'est plutôt d'attribuer une formation. Donc, de sélectionner une date d'échéance de formation. Donc voilà, vous avez un aperçu de la page. Vous pouvez avoir un aperçu de la page en cliquant sur le petit bouton bleu. Voilà ce que votre collaborateur va recevoir dans le cadre d'un phishing, d'un faux phishing, s'il a cliqué sur le lien, avec la petite fenêtre de training qui va bien. Donc là, on a parlé un petit peu de protéger sa mailbox, mais ça protège pas à 100%. Il y aura toujours de 0,1% qui va passer. Donc, quelle est la suite dans la kill chain? C'est protéger l'identité. Donc, qu'est-ce qui protège l'identité? C'est l'Azure Active Directory. Donc, avec les deux fonctionnalités phares, le multifactor authentication et le condition access, ce qu'on va aborder lors de ce webinaire. Donc, le MFA, il faut savoir que 7,94%, c'est le pourcentage de comptes d'administrateurs globaux protégés par le MFA dans le monde. Donc, c'est pas beaucoup. Ça a été recensé en 2019 par Microsoft. Et ça donne toute une série d'attaques possibles pour les hackers, afin de justement bypasser ce MFA qui n'existe pas sur la plupart des tenantes et mener à bien leurs attaques. Donc là, je vais lister deux attaques très connues dans le monde, qui sont très très utilisées. Donc le password spray et le breach replay. Donc le password spray, c'est une technique qui permet un petit peu vos stratégies de lock au niveau des passwords. Souvent, dans les admins, on a une stratégie de lockdown de l'account au bout de 3 passwords, 5 failed passwords. Ici, ça peut pas être le cas parce qu'en fait, on récupère des noms d'utilisateurs, on récupère une base de données de mots de passe communs, on y ajoute des caractères spéciaux, on essaye le password en question, mais sur une série d'utilisateurs, pas sur un utilisateur unique en mode brute force, juste sur une série d'utilisateurs. Du coup, après, on fait un temps de pause et on reteste un autre mot de passe sur toute la série. Donc, on parle de centaines d'utilisateurs. Et ça permet de bypasser ces stratégies de lockout account. Donc, c'est problématique et au bout d'un moment, au bout de multiples essais, on va finir par trouver. Donc, je vous ai laissé ici deux petits outils qui permettent de le faire en direct. O365 Reaper, qui permettent de récupérer des adresses. Et en fait, comment ça fonctionne? Grosso modo, c'est un outil qui permet de tester en fait une liste d'emails à une authentification 365. Et en fonction du code reçu, l'attaquant pourra déterminer si l'adresse est valide ou pas. Et le deuxième outil, c'est MailSniper, donc un outil de password spray qui vous permet de voir à quel point ce genre d'attaque est facile à mener en fait. Le breach replay, c'est quoi? C'est justement en fait récupérer des hashes de password liqués sur Internet. Donc ça peut être du texte clair, hein. Parfois, les bases de données de mots de passe sont en clair. Bon, c'est très rare, mais ça existe. Mais vous avez aussi des bases de données qui sont hachées en MD5 ou en SHA-1. Et ces bases de données, en fait, sont extrêmement simples à déchiffrer. Le MD5, c'est craqué depuis longtemps, le SHA-1 aussi. Donc, pour votre information, si vous voulez
Enfin, si vous avez affaire à une base de données qui est hachée en SHA-1, c'est pas sécurisé. Voilà, c'est comme si c'était du clair, quoi. Donc, quelles sont les défenses contre ces attaques de breach replay? Availbeanpound.com. Donc, ça permet en fait vous mettez votre adresse mail et vous voyez si votre adresse mail a été leakée quelque part dans une fuite en fait de base de données. Donc, si votre adresse mail a été leakée, il serait judicieux de changer tous vos mots de passe parce que en fonction des sites mail où vous avez mis vos identifiants email mots de passe, les bases de données sont peut-être en MD5, en SHA-1 et vos mots de passe maintenant sont en clair. Donc, ils sont disponibles sur le dark web. On parle aussi de Azure AD password hashsync, donc des rapports sur les identifiants qui ont fuité justement sur le dark web. Et en utilisant ces rapports avec du conditional access avancé, on peut faire monter les risques utilisateurs pour bloquer son accès. On verra ça plus tard quand on abordera le conditional access. Donc le MFA. 81% des brèches sont causées par des mots de passe volés ou faibles. Donc ces mots de passe, on essaie de s'en passer. On essaie d'avoir une solution un peu plus simple d'utilisation qui réduit les coûts. Donc, l'approche de Microsoft dans ce cadre, c'est inclure des technologies passwordless. Donc, qu'est-ce qu'une technologie passwordless? Comme son nom l'indique, c'est une technologie qui ne nécessite pas l'utilisation de password. Donc, comment on fait du MFA avec un password? On répond à deux questions, en fait. On répond à la question qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que j'ai? Donc, qu'est-ce que je connais? J'ai mon password. Qu'est-ce que je connais? Je connais mon password. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon téléphone portable. Donc, je fais du MFA. Passwordless, c'est différent. La question qu'est-ce que je connais est répondue par le Trust and Protection module que vous avez au sein de votre PC. Donc, c'est un chipset qui est sur la carte mère qui stocke des secrets. Donc, une fois que c'est comment dire, ce Trust and Protection module est unique à chaque machine, évidemment, donc qui permet justement de répondre à la question qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que j'ai. Par exemple, on va prendre Windows Hello. J'ai mon visage, je présente mon visage à l'écran, je fais du MFA. Maintenant, le conditional access. Donc, le conditional access, comment ça marche? On met en place des politiques et on restreint ou pas l'accès applicatif en fonction de ces politiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a des signaux, en fait. Donc, l'utilisateur, sa localisation, son matériel, l'application qu'il veut utiliser, le risque qui a été évalué. Et en fonction de ces signaux, on a des demandes d'accès qui sont, comment dire, en fonction du couplage de ces signaux, on va bloquer l'accès, on va demander le MFA, on va demander le reset password, on va limiter l'accès en utilisant l'intégration avec Cloud App Security, par exemple. On va interdire les screenshots, on va interdire les downloads, on va interdire plusieurs choses. Ou on peut carrément bloquer l'accès à l'application. Donc, un cas concret. Le cas concret, je suis marketing manager du groupe marketing, je suis dans le bon groupe. Je suis dans mes locaux on-premise, donc ma localisation est OK. Mon sign-in fait sens. Il n'y a pas de voyage impossible ou quelque chose comme ça. J'ai la bonne plateforme, j'ai un Windows à jour qui est bien patché. Mais par contre, mon device n'est pas managé. Mon device n'est pas dans Intune. Avec le conditional access, on peut faire en sorte que ça fasse monter le niveau de risque. Et en fonction de ce niveau de risque et de l'intégration qu'on a avec Cloud App Security, on va bloquer le download sur une app en particulier. Donc voilà comment dire, le niveau de granularité que vous pouvez avoir avec le conditional access. Ça peut vous servir aussi dans l'autre sens. Ça peut vous servir aussi à faire de la, comment dire, à ne pas heurter la productivité de vos collaborateurs. Par exemple, si le device est managé, que je suis dans les bons locaux, mon IP est correct et mon device est fully patched, eh ben, j'ai pas besoin de vous challenger sur du MFA, par exemple. Vous vous connectez immédiatement. Voilà, ça peut aller dans les deux sens. Maintenant qu'on a parlé un petit peu d'identité, on va parler un petit peu d'endpoint. Donc, avec toute la suite avancée en fait de protection de l'endpoint de Microsoft, donc Defender for Endpoint. Quelles sont ses fonctionnalités principales? Vous avez le Threat and Vulnerability Management, donc qui scanne l'environnement en fait
l'environnement et vous fournit des recommandations de sécurité à déployer à l'équipe IT. Pas forcément à l'équipe IT, ça peut être aussi, ça dépend de votre organisation, si vous êtes une grosse organisation ou une petite organisation. Mais en général, bon, c'est l'analyse de sécurité qui a affaire à cette console. Et justement, l'analyse de sécurité, on le verra tout à l'heure, peut envoyer des security tasks aux admins, justement aux admins IT, afin de régler les problèmes de sécurité liés à cet environnement. L'attack surface reduction, donc là, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans les process et de réduire le niveau de risque en désactivant ou modifiant certaines fonctionnalités du device dans le but de contrer toute une série de menaces type, par exemple, les macros malveillants dans Office qui vont aller chercher des process dans Win32. Ça, on peut bloquer les attaques de type fileless, on peut bloquer aussi certaines requêtes dans le kernel, on peut faire pas mal de choses avec l'attaque surface reduction. L'EDR. Donc, l'EDR permet de surveiller certains comportements. Donc là, je fais une petite parenthèse. L'EDR permet de surveiller, en fait. Ça permet de flaguer. C'est pas la réponse à tous les mots, en fait. C'est pas une brique que vous mettez et qui fait de la magie sur vos endpoints. Ça permet juste de remonter des indicateurs de compromission à votre SOC, et c'est le SOC, en fait. SOC, pour ceux qui connaissent pas l'acronyme, donc Security Operations Center, donc là où toutes vos analyses de sécurité opèrent, ou si vous êtes multicasquette, ben, l'IT, hein, l'admin, qui regarde un petit peu ce qui se passe et voir s'il se fait attaquer ou pas. C'est justement, voilà, c'est ces personnes-là qui analysent ces indicateurs de compromission et prennent ou non certaines actions de remédiation en fonction de ce qu'ils ont vu. Parce qu'en fait, l'EDR intervient là où tous les autres outils au niveau du endpoint n'ont rien détecté. Donc voilà, c'est vraiment des signaux faibles en fait. Ce sont des signaux qui sont un petit peu plus subtils et où il faut un œil humain pour pouvoir justement arrêter l'attaque. L'autom investigation et remediation, bah là c'est couplé un petit peu avec l'EDR. C'est que justement l'EDR va vous remonter pas mal de choses et le SOC peut automatiser un petit peu certaines tâches qu'il trouve redondantes. Donc par exemple, tu vois tel macro qui s'exécute ou tel PowerShell qui s'exécute, et ben tu fais telle action. Ça permet de libérer du temps à l'analyste pour justement se concentrer que sur les signaux faibles d'attaque sophistiquée. Donc voici un petit peu un schéma général de ce que fait Microsoft Defender for Endpoint. Donc j'ai pas parlé de deux choses, de la Next Generation Protection. Donc là c'est un petit peu la suite à l'antivirus Defender. Donc, la Next Gen Protection scanne et bloque un petit peu les fichiers compromis à la pré-exécution et à l'exécution. Donc, c'est un antivirus qui utilise du machine learning pour la reconnaissance partielle ou non de fichiers infectés, faire de la détection comportementale à l'exécution de ces fichiers. Et vous avez aussi la partie Microsoft Threat Expert, donc des experts de Microsoft qui monitorent certaines alertes chez les clients et envoient des rapports en cas de menace détectée. Donc ça, c'est bien, tout ça, mais comment, en fait, on reste productif? Comment on allie la sécurité à l'IT? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un petit peu un conflit, en fait. On a d'un côté l'admin sécu, qui, lui, son boulot, c'est de mitiguer les risques, traiter rapidement les menaces. Et on a en fait l'IT, lui, son boulot, c'est de faire en sorte que l'infra fonctionne en fait, que tout soit en production et que les collabs soient capables de réaliser leurs tâches, en réduisant d'ailleurs les coûts de helpdesk. Donc Microsoft a compris cette problématique et fait en sorte, justement, par de nouveaux systèmes, que ces deux consoles fonctionnent ensemble, qu'elles discutent et qu'on puisse interagir entre analyse de sécurité et admin IT. Donc, comment ça se résume? C'est assez simple, c'est un petit bouton ici, justement, qui permet de, comment dire,
d'allier Intune à le Threat and Vulnerability Management. Donc, à partir du moment où vous cochez cette case, les deux consoles discutent et vous permettent de faire certaines fonctionnalités qu'on va voir juste après. Donc, le Threat Vulnerability and Management. Donc, un petit cas concret. Moi, je suis analyste de sécurité. Je vois justement que dans mes Top Security Recommendations, je dois faire l'update de VLC parce que j'ai des machines exposées, que mes collaborateurs utilisent VLC, mais que dans ce cadre-là, ça induit un risque parce que mon VLC n'est pas patché. Mais comme moi, je suis pas IT, j'ai pas la possibilité de patcher sur Intune ces devices. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est assez simple en fait. Moi, je vais aller sur ma recommandation et je vais cliquer sur justement la petite coche qui me permet de faire un ticket au service IT et en disant à mon collègue IT, bonjour, s'il te plaît, est-ce que tu peux update ce logiciel pour moi parce que ça me pose des problèmes au niveau de ma sécurité. Du côté de l'IT, qu'est-ce qu'il va avoir lui dans sa console Intune? Il va cliquer sur Security Task et il va voir justement qu'en Priority High, je dois updater mon VLC Media Player. Voilà pour tout ce qui est endpoint. Donc maintenant, on va parler un petit peu de mobilité avancée, donc notamment avec Defender for Identity, dans le cadre où vous êtes sur une infrastructure hybride, que vous avez comment dire, un Active Directory encore fonctionnel et que vous voulez quand même faire de la détection comportementale sur cet Active Directory, ce réseau, etc. Donc Microsoft Defender for Identity. Comme je l'ai dit, c'est un sensor qui s'installe sur votre Active Directory on-premise et qui permet de faire de l'analyse de trafic réseau avec tout ce qui encombre les protocoles NTLM ou si vous avez une authentification type Kerberos, ça analyse tout ça. Ça permet aussi d'analyser les événements de sécurité de l'Active Directory, de faire un peu aussi d'analyse comportementale au niveau des utilisateurs et de remonter tout ça sur le cloud. Donc, pour voir un petit peu, faire de la corrélation avec le cloud et de la détection en temps réel. Ici, vous avez un petit peu ce que Defender Identity est capable de découvrir. Donc avec passe de ticket, passe de hash, des attaques classiques, notamment passe de ticket avec Kerberos. Pour vous donner un exemple, passe de ticket, je sniffe le réseau, je chope un ticket Kerberos et je le réutilise pour me connecter avec une autre machine. Donc ça, c'est quelque chose que Microsoft Defender for Identity est capable de détecter, de remonter au SOC et de vous permettre de prendre les mesures adéquates. Il y a aussi toutes les attaques classiques de brute force. Il y a beaucoup de choses qui est traité au niveau de Microsoft Defender for Identity. La deuxième partie de la mobilité avancée, c'est Cloud App Security. Donc, Cloud App Security permet de justement découvrir ce qu'on appelle de contrer le Shadow IT. Donc, Shadow IT, c'est l'utilisateur qui utilise une application SaaS qui n'est pas forcément approuvée par vos politiques, votre PSSI ou les outils qui ont été fournis au niveau de l'entreprise. Donc, c'est important justement de découvrir ces applications qui sont utilisées, identifier le risque de ces applications, voir un petit peu si c'est compliant par rapport à votre PSSI, par rapport à des réglementations, que ce soit RGPD, ça peut être aussi la NIST si vous travaillez avec des organismes américains, voir un petit peu analyser l'usage qu'en fait votre utilisateur et soit les gouverner, soit lui dire bah écoute, ton application n'est pas compliante avec nos policies, mais je te conseille 7 autres applications afin de réaliser ton travail. Ce sera mieux et voilà, je te préviens que je bloque cette application. Et de faire justement
une surveillance, enfin de mettre en place une surveillance constante afin de contrer ce shadow IT et de rester en conformité avec toutes les réglementations en place. Donc ici, vous avez un petit schéma qui résume ce que j'ai dit rapidement. Donc, vous voyez que ici, on découvre un petit peu les applications cloud, on évalue la conformité, on les gouverne, et dans ce processus de gouvernance, on les classifie, on les labellise, voilà, on dit cette application OK est valable, celle-là n'est pas valable. Donc, soit on va les bloquer complètement, ou on va bloquer certaines fonctionnalités de cette app, ça dépend. Vous avez aussi de la détection de menaces possibles avec Cloud App Security, mais là, côté cloud, pas côté on-prem. Donc, avec plusieurs types d'attaques, plusieurs types aussi d'indicateurs de compromission qui vont remonter. Donc, avec notamment ces notions de voyage impossible. Donc, je me connecte à Singapour parce que je travaille à Singapour, mais en 15 minutes, je me connecte à Boston, aux États-Unis. C'est pas possible. Donc, c'est physiquement impossible, à part si on a inventé la téléportation. Donc, du coup, ça va monter au niveau du SOC. Le SOC va voir que là, il y a une suspicion de compromission due à un voyage impossible. Après, ça peut être la personne qui utilise un VPN et qui s'est connectée sur un serveur à Boston. Donc, après, c'est à l'IT de voir un petit peu, de démêler les faux positifs. Mais voilà, ça permet de donner un petit peu une bonne visibilité au niveau de ces menaces cloud. Donc ici, vous avez un petit peu la vue sur le dashboard de Cloud Discovery, voir un petit peu, on a une belle vue sur toutes les applications utilisées, le nombre d'applications qui sont autorisées, le nombre d'applications qui n'ont pas encore été autorisées, etc. Donc avec un score qui va de 1 à 10 au niveau de ces applications. Donc 1, c'est une application qui est vraiment pas sécurisée, en tout cas vraiment pas compliante et à risque. Et 10, une application qui est parfaite, qui respecte tous les critères, donc critères que vous voyez juste ici. Donc il y a beaucoup de critères, par exemple la localisation du data center, est-ce que ça répond à certains critères de sécurité, par exemple des certificats qui sont trustés, des security headers, etc. Vous avez aussi la partie compliance. Là, on voit au niveau de cette application qu'elle ne respecte pas du tout la partie compliance, qui peut vous poser problème dans le cadre de vos politiques. Donc, ici, on regarde un petit peu tous les standards de sécurité, SOC 2, SOC 3, ISO 27001, etc. Et en fonction de ce que vous voyez au niveau de ce dashboard, vous pouvez dire que cette app est bloquée, elle est sanctionnée, enfin, elle est justement inutilisable et prévenir vos utilisateurs dans ce cas-là. Donc ici, on a la suite avec aussi la compliance au niveau légal avec la fameuse GDPR, donc RGPD, Règlement général de protection des données. Donc voilà pour ma partie. Je vais passer maintenant sur les options de licensing avec Muriel, donc avec 3 tableaux. Le licensing sur Office 365, le licensing, enfin les options de licensing sur EMS et les options de licensing sur les devices avec Windows. Bonjour à tous. L'objectif, c'était de vous donner une vue un petit peu et une compréhension de comment souscrire à toutes ces fonctionnalités de sécurité qui vous ont été présentées. Sachez déjà dans un premier temps que tous ces services et fonctionnalités peuvent être souscrits de façon différente. On peut retrouver certaines fonctionnalités qui peuvent être souscrites en standalone, c'est-à-dire le service seul. On va aussi retrouver certaines de ces fonctionnalités qui sont intégrées uniquement dans des plans et
On a aussi une dernière option qui intègre toutes les fonctionnalités qui ont été présentées, qui se présentent sous la forme d'un add-on chez Microsoft et qui s'appelle M365 E5 Security. Là, ce que vous allez voir, c'est le positionnement, si vous voulez, des différentes offres. Donc, on a effectivement des fonctionnalités qui vont être intégrées dans la partie plutôt Office 365, d'autres dans la partie EMS et la dernière pour la partie Microsoft Defender for Endpoint qui va être, elle, comprise avec la partie Windows Enterprise. Excuse-moi, Christophe, t'es allé un petit peu vite du coup. Pas de souci. Merci. Pour vous repositionner un petit peu, ce qu'on a vu aujourd'hui, de façon rapide, l'objet et pas de faire un point licensing très précis. Ce que je vous engage à faire, parce que par rapport à tous ces montages-là, il n'y a évidemment pas de meilleure solution. La meilleure solution va dépendre de votre existant et aussi de votre besoin et cible fonctionnelle. Donc, à chaque fois, il faut ajuster de façon fine. Est-ce qu'on met un standalone? Est-ce qu'on va passer par un plan? Est-ce qu'on prend un add-on complet? Voilà, en fonction vraiment de votre environnement. Donc là, je vais vous présenter les choses de façon globale. Ce que je vous engage à faire, c'est reprendre contact avec nous si vous voulez qu'on aille plus loin pour des informations qui seront plus personnalisées. Si je reprends juste les grandes fonctionnalités qu'on a vues aujourd'hui, donc toute la partie Defender for Office 365, plan 1 et plan 2, elles vont se situer donc on va les retrouver en standalone, donc plan 1 et plan 2, sachant que le plan 2 intègre évidemment toutes les fonctionnalités du plan 1. Ces plans-là vont se retrouver également dans ce qu'on appelle Office 365 E5, mais également M365 E5 et le fameux add-on dont je vous parlais tout à l'heure, M365 E5 Security. Tu peux avancer. Merci. Ensuite, on va retrouver toutes les fameuses fonctionnalités de MFA et d'accès conditionnel qui vont être donc là sur votre gauche. On va pouvoir, elles, les souscrire sous la forme de l'Azure AD Premium Plan 1 qui est intégré dans le MS E3. Et donc dans le M365 E3. Donc vous voyez, c'est un jeu de poupées russes. Donc il faut d'abord partir, voilà, les intérêts qu'il peut y avoir sur les produits au niveau technique et fonctionnel. Et après, on fait le montage licensing qui convient bien. Tout ce qui va être Azure AD Premium Plan 2 va se retrouver à un niveau de l'EMS E5, mais on peut aussi le souscrire tout seul. De la même façon, toute la partie Microsoft Defender for Identity et Cloud App Security, ceux-là également, on peut les souscrire en standalone, mais ils sont également intégrés dans le MS5, dans le M365 E5 et dans le M365 E5 Security. Donc là, après, on a une gamme large et tu peux avancer s'il te plaît, Chris Ross, merci. Et toute la partie Microsoft Defender for Endpoint. Et donc, au niveau d'un Windows E5, mais aujourd'hui, on peut également la souscrire toute seule, en standalone. Et comme je vous expliquais, toutes ces briques fonctionnelles se retrouvent dans le fameux E5 Security, M365 E5 Security. Donc, on a vraiment en fait là un add-on qui intègre toutes ces fonctionnalités de sécurité. Ok, très bien. Merci Muriel. Si vous avez des questions, je vous engage soit à les poser dans le chat, j'y répondrai, soit à reprendre contact avec nous pour que vous puissiez avoir une information, encore une fois, un peu plus spécifique à votre environnement actuel et futur. Voilà. Donc oui, tout à fait. Donc après les petites slides de service, il y aura une slide dédiée aux questions. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat si vous en avez, notamment sur les parties de licensing, contrat, etc. Donc si vous avez besoin d'accompagnement, nous proposons des missions ponctuelles, donc notamment l'analyse des failles Microsoft, de l'environnement Microsoft avec un outil qui s'appelle l'outil CSAT,
qui permet en fait d'évaluer les risques de cybersécurité sur tous les actifs Microsoft. Et dans ce cadre-là, en fait, on propose justement un livrable avec un plan d'action logiciel orienté Microsoft avec des plans qui permettront de répondre à certains risques et un plan d'action de cybersécurité. Donc, c'est une prestation qui se déroule en moyenne entre 3 et 5 jours et qui est plutôt à privilégier lorsqu'on migre. Par exemple, on a un gros changement organisationnel, on va migrer sur le cloud, on ne sait pas trop comment faire. Ou on intègre de nouveaux serveurs, etc. Voilà, ça peut être intéressant de faire une analyse de risque dans ce cadre. Et toujours côté Microsoft, on propose ce qu'on appelle un Data Protection Assessment. Donc ici, ça permet de faire de l'awareness. C'est un workshop très court, un workshop en général d'une heure et demie, qui permet qui nous permet de vous donner plus d'informations au niveau de la RGPD, quels sont vos droits, vos devoirs, et aussi quels sont vos devoirs, entre guillemets, en termes de protection des données par rapport à Office 365. Donc, est-ce que vous avez des questions dans ce cadre? Bonjour à tous, n'hésitez pas à poser votre question. On a maintenant une petite dizaine de minutes devant nous. J'espère que ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent répond aux besoins de certains d'entre vous. Vous n'avez probablement pas tous les mêmes fonctions au sein de votre DSI ou de votre direction achat ou autre. Donc nous, ça nous intéresse aussi de vous connaître un petit peu mieux et si besoin de vous répondre, que l'on parle des sujets de fonctionnalité que vous a présenté Chris Ross dans je dirais, la grande organisation Microsoft, puisqu'on ne parle pas de silo d'une manière générale, on parle de la sécurité en général, et d'autre part sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer et les plans de licensing, puisque comme vous avez pu le constater, les offres, l'articulation des différentes briques se complexifie d'une part, change de nom, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Donc nous, on est vraiment là chez Bechley Comsoft, bien sûr en collaboration avec Microsoft, pour vous présenter au mieux, en fonction de vos besoins, quelles sont les briques qui pourraient entrer dans votre stratégie de sécurité en général. Donc effectivement, Chris Ross vous l'a expliqué, on peut procéder à des analyses, mais on peut bien évidemment travailler en workshop. Muriel, qui s'est exprimée senior sur la partie de stratégie client, de bien regarder quels sont les besoins en fonction de votre stratégie, de vos usages actuels, comment vous voulez les développer, et est-ce que ce que vous avez aujourd'hui dans vos contrats répond bien à vos problématiques, sur ou sous-dimensionnées d'ailleurs, dans certains cas. Voilà, on propose également vraiment beaucoup d'ateliers différents. Là, vous avez donc notre spécialiste sécurité et notre spécialiste contrat et licensing Microsoft. Nous avons une équipe de 12 personnes au total. Donc, vraiment, quels que soient les sujets, nous sommes là pour vous accompagner au quotidien. Est-ce que cela vous a intéressé également? N'hésitez pas à le dire dans le chat, puisque nous, on a besoin aussi de savoir si on répond à vos besoins internes. Bon, apparemment, c'est très calme. Donc, Oui. du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais clôturer. Donc, est-ce que côté Microsoft, vous voulez parler, Fabien est parti sur un autre meeting, donc c'était prévu, il n'y a pas de souci. Ok, notre objectif, c'est de refaire ce type d'action de webinar. Pourquoi pas, j'envisage dans les autres labs de Microsoft. Dans ce cadre-là, on vous remercie de vous être connectés si nombreux, puisqu'on était jusqu'à 48 personnes sur ce live.
Et voilà, je te laisse apporter la conclusion, Chris-Ross. Écoutez, merci à tous et puis passez une bonne journée et, en espérant vous revoir au sein d'un workshop afin de vous aider à justement améliorer votre niveau de sécurité de compliance. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.